médias. Je pense bien sûr à BFM Lyon, mais je pense aussi à l'arrière-cour, mais aussi au tout récent Lyon Décideur, dont le premier numéro, je crois, paraîtra fin janvier ou mi-janvier, mais qui est né, je crois, l'année dernière, en tout cas dans l'esprit de ces concepteurs. D'autres ont changé leurs habitudes. Je pense au magazine Life, je pense à Lyon Mag, que l'on trouve à nouveau en kiosque et que les pronostiqueurs en tout genre s'arrachent dès sa sortie, dans les quelques jours qui suivent sa sortie, à tel point que nous n'en trouvons pas dans un certain nombre de kiosques 2 jours après. Je ne pense pas qu'il y ait quelques-uns qui en prennent plus de numéros pour ne pas que les autres s'en informent. Nous avons également fêté dans cette année 2019 les 30 ans de l'indispensable édition Grand Lyon de France 3, et nous étions nombreux à cette manifestation, et les 160 ans du progrès, qui, je crois, mois après mois, année après année, eh bien, ma foi, continue, s'amue nécessaire. Cette année fut aussi malheureusement marquée par le décès de Régis Néret et celui de Marcel Legendre. Et je profite donc de ce moment pour en avoir une pensée et leur rendre hommage. Nous savons tous que la presse traverse une grande période de mutation qui n'a pas été entamée en 2019, mais qui a continué en 2019 et qui continuera en 2020. D'abord par l'émergence des médias en ligne, les supports traditionnels, télévision, radio, journaux, ont dû s'adapter pour repenser leur modèle économique extrêmement fragilisé. Et vous êtes des acteurs et des actrices bien, de ce modèle repensé. Et je voudrais ici vous en remercier. Aujourd'hui, cette crise va bien au-delà des questions économiques. La prégnance grandissante des réseaux sociaux eh bien, facilite en quelque sorte la diffusion des informations, mais aussi des fausses informations. Et de fait, la profession, et vous le vivez au quotidien, est confrontée à une crise de légitimité qu'on pourrait qualifier de crise majeure. C'est quelque part le métier même de journaliste qui est quelquefois remis en cause à travers ces informations en ligne. Non seulement nos concitoyens, et on le constate tous les jours, n'ont plus confiance dans les médias traditionnels, mais toute production d'informations officielles ou publiques est aujourd'hui quelque part suspectée d'être fausse ou manipulée, et donc au-delà de toute parole politique que nous tentons d'incarner les uns et les autres. Ici à Lyon, je crois qu'on a une chance particulière, c'est d'avoir une presse qui ne cède pas à la tyrannie du scoop et du buzz. Vous accomplissez votre devoir d'information, je crois, avec la plus grande rigueur. Les informations sont vérifiées, elles sont mises en prospective, en perspective pour faire œuvre de pédagogie. Il est souvent plus difficile de nous faire entendre de Paris qui n'a de Dieu que pour Paris, en quelque sorte. Nous avons pourtant des choses à raconter, des expériences à mener sur le territoire qui mériteraient d'être connues. À toutes celles et ceux qui sont sur le terrain, y compris dans notre pays, dans les manifestations notamment, je dis que nous devons les protéger et leur laisser le champ libre pour exercer leur métier. La liberté de la presse est un droit fondamental dans notre démocratie, un droit fondamental que nous devons absolument préserver. Retrouver de la confiance dans nos médias est indispensable pour l'exercice de la démocratie. Dans cette période électorale, c'est par une information fiable et équilibrée que nous pourrons avoir un débat que nous allons tenter d'avoir de la manière la plus sereine possible, n'est-ce pas, Monsieur Pénéquian, présent ici, où les idées priment sur le débat sur les personnes et les stratégies populistes. Dans ce contexte, il est aussi de notre devoir, en tant que responsable politique, de porter une parole de vérité et d'agir en toute transparence. C'est l'occasion de faire le bilan, de regarder dans le rétroviseur et de prendre un peu de recul en quelque sorte, même si j'ai pris là un peu de hauteur. Je m'en excuse, mais c'est pour pouvoir porter la voix, car je savais par expérience que le micro ne marcherait pas plus de 3 minutes. Nous avons su nous mobiliser, très actifs pour relever des défis nouveaux, ceux qui traversent finalement l'ensemble des grandes métropoles. Je pense d'abord bien sûr aux défis climatiques et écologiques que nous ne devons jamais dissocier du défi social et qui concerne tous et qui préoccupe de plus en plus nos concitoyens. C'est pourquoi nous avons lancé, entre autres, et vous l'avez suivi, l'expérimentation de la piétonisation de la presqu'île, mais qui est liée aussi à un travail en profondeur sur les mobilités et sur l'alternative à la voiture, dans une méthode qui n'avait jamais été mise en place ici, de concertation et d'évaluation avec l'ensemble des acteurs de cette piétonisation sur la presqu'île. Nous avons organisé une démarche de participation citoyenne sur le climat,
pour aboutir au vote du plan climat, air, énergie territoriale en décembre dernier. Nous avons mis en place depuis le 1er janvier la zone de faible émission. Nous avons renforcé le recyclage, le tri des déchets. Et nous avons approuvé 2 plans stratégiques dans cette année 2019. J'allais oublier le plan local d'urbanisme et d'habitat, mais la rentrée très discrète de Michel Lefaou ne peut que m'y faire penser. Et je voudrais le remercier ici d'avoir travaillé sur ce plan local d'urbanisme et d'habitat qui notamment renforce les espaces naturels et les espaces agricoles. Nous avons adopté un plan d'alimentation durable avec Bruno Charles qui a porté ce plan qui nous permet de réduire notre dépendance alimentaire et de faciliter l'émergence d'une alimentation de proximité. Je crois qu'on a finalement contribué à faire en sorte de renforcer les ingrédients d'une métropole qui soit attractive, performante, compétitive, tout le monde s'accorde à le dire aujourd'hui, à travers un certain nombre d'initiatives. Je pense notamment à l'installation de H7, pas très loin d'ici, qui est un accélérateur de start-up, un lieu totem de la French Tech, et puis l'implantation sans précédent de nouvelles entreprises sur notre territoire. Je ne vais pas en faire toute la liste, mais Safran, Elkem Silicon, Boehringer Ingelheim, et plus récemment Symbio, qui a annoncé son installation dans la métropole, qui indiquera précisément où dans la métropole dans les prochaines semaines sur des piles à hydrogène. C'est bien sûr pour nous ces implantations d'entreprises d'abord et avant tout la clé de l'emploi, le développement de filières d'avenir. Ces résultats exceptionnels, ils sont le fruit d'abord d'un travail collectif avec les acteurs économiques, mais aussi d'une volonté politique forte qui, vous en conviendrez, est bien éloignée d'une vision décroissante de notre territoire. Et les résultats que nous produirons dans les prochaines semaines, notamment sur l'immobilier d'entreprise, je pense que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans le tertiaire, montreront une année exceptionnelle, même une année unique d'ailleurs, car ça sera sans doute la meilleure année depuis les années 2000 en matière d'immobilier d'entreprise. Mais le partenariat n'empêche pas le partenariat avec les entreprises, l'exigence. C'est cette même exigence qui m'a conduit à souhaiter la renégociation du contrat qui nous lie avec Rhône Express, puisque c'était en 2019, et qui aujourd'hui me pousse à considérer que ce contrat doit être rompu. C'est cette exigence aussi qui a motivé le courrier que j'ai adressé à Vinci, dénonçant une politique de distribution des dividendes en puisant dans les fonds propres de l'entreprise. Ce n'est en rien une guerre contre tel ou tel groupe, c'est seulement une volonté de maintenir une collectivité forte qui s'assure de l'intérêt de l'ensemble de ses habitants. Cette année a été aussi, pour être plus léger, l'ouverture de la Cité internationale de la gastronomie, qui est finalement l'aboutissement du renouveau du Grand Hôtel-Dieu. C'est la dernière finalement étape, la dernière marche sur le renouveau du Grand Hôtel-Dieu. Bien sûr, nous n'avons pas oublié de répondre aux principales attentes des habitants, à commencer par un plan d'urgence qui comprend notamment l'Office foncier solidaire de la métropole, engagé aussi dans la stratégie de lutte contre la pauvreté pour accompagner les plus fragiles et en particulier les plus démunis sur cette métropole. Nous avons un sujet qui a été extrêmement prégnant dans les années qui viennent de s'écouler. Nous avons accru le nombre de places pour accueillir dignement les mineurs non accompagnés. J'aurai l'occasion, lors du Conseil de la métropole de lundi, d'en faire un bilan extrêmement précis et de mettre en perspective les engagements que nous avions pris sur cette question des mineurs non accompagnés et les réalisations et aujourd'hui le bilan que nous avons à produire sur cette question-là, qui ne doit pas être si mauvais que ça, si j'en crois le silence assourdissant de celles et ceux qui, bien souvent, conseil après conseil, nous rappelaient à nos responsabilités en matière de protection de l'enfance. Toutes ces actions, elles vont dans le même sens, une volonté d'avoir une métropole plus équilibrée, à la fois performante sur le plan économique, qui crée des emplois, mais qui répond en même temps aux besoins absolus dans cette métropole d'insertion sociale, de logement, de qualité de l'air et des transports. Si nous avons pu amplifier et développer certaines de nos compétences, c'est aussi parce que nous avons une gestion extrêmement saine, extrêmement rigoureuse. Et nous aurons l'occasion, puisque lundi, au Conseil de la métropole, nous proposerons le vote du budget, et nous montrerons que ce budget, ma foi, s'appuie sur des résultats financiers de 2019 exceptionnels, qui nous permettent bien évidemment d'avoir, avec une capacité d'autofinancement qui a progressé de 20% entre 2017 et 2020,
et bien ma foi, nous permettre d'améliorer, y compris d'intensifier les investissements sur cette métropole. Cette situation financière permettra, et je crois que chacun s'accorde à le dire aujourd'hui, d'envisager un investissement beaucoup plus fort pour les prochaines années à l'échelle de cette métropole. On évalue à peu près 1 milliard supplémentaire. Nous avons... oui, je vois mais nous ferons la démonstration, nous l'avons déjà fait, nous continuerons à la faire dans les prochaines années. Et vous le verrez d'ailleurs à la présentation du budget, à travers le bilan 2019, que les marges de manœuvre en matière d'investissement existent sur cette métropole. Et il est absolument nécessaire d'ailleurs, si l'on souhaite maintenir une métropole attractive, eh bien de passer à ce trait d'investissement, sinon nous aurons un certain nombre de déconvenus dans cette métropole et nous viendrions effriter, eh bien, ma foi, l'attractivité. Bien sûr, moi j'ai souhaité aussi que dans cette métropole on instaure une gouvernance nouvelle, en tout cas quelque chose qui soit plus collectif, un nouveau mode de décision, plus ouvert, plus collectif, qui ne nous empêche pas d'ailleurs de prendre des décisions et de les appliquer rapidement. Mais c'est aussi, et je voudrais remercier Olivier Nice, qui est là, une autre façon pour l'administration de travailler de manière plus collégiale, plus responsabilisante, dans une meilleure écoute, dans un respect et dans une confiance. C'est ce que nous devons à nos agents de la métropole et c'est ainsi que nous pourrons faire une métropole active, une métropole attractive, une métropole qui soit efficace avec des agents qui soient de plus en plus motivés. Et pour les motiver, il y a bien évidemment les conditions salariales, les conditions de travail, mais il y a aussi le mode de faire et la reconnaissance que l'on a envoyée à l'ensemble de ces agents des services publics qui tous les jours remplissent des missions essentielles sur la métropole. Nous avons donné finalement corps à une métropole qui est hors du commun, parce que c'est la seule et unique en France qui rassemble autant de compétences sur un territoire aussi étendu. J'ai souhaité que nous renforcions le lien et les aides aux communes, et nous l'avons fait dès 2019. Je crois que nous pouvons être fiers du travail accompli, pour que d'abord et avant tout que cette métropole soit finalement une collectivité qui soit mieux identifiée par nos habitants. Et je crois que jour après jour, semaine après semaine, nous gardions à cette identification qui d'ailleurs profitera à l'ensemble de celles et ceux qui rêvent de la diriger à un moment ou à un autre, parce qu'il est important qu'elle soit identifiée par nos habitants pour qu'ils fassent des choix en bonne connaissance de cause en mars prochain. Notre métropole doit être à ce rendez-vous-là. Je voudrais terminer ces vœux. Je n'ai pas été trop long. Ça va nous rapprocher du buffet en quelque sorte et de la capacité d'échanger avec l'ensemble des élus qui sont là et qui pourront répondre à toutes vos questions, même les plus intimes. Je regarde Jean-Luc Dapassano, mais je ne cible pas particulièrement, c'est pour fixer mon regard sur quelqu'un, c'est une technique pour pouvoir finir le discours. Plus sérieusement, 3 vœux pour notre métropole. D'abord, le premier d'entre eux, c'est une métropole, et ça résonnera aux oreilles de Georges Képénékian, une métropole qui respire, parce que nous devons impérativement améliorer la qualité de l'air sur l'ensemble de cette métropole, tout simplement pour garantir aux plus fragiles d'entre nous, mais aussi à nos enfants, un futur impossible, un avenir. Nous avons quelques idées sur la question, mais nous aurons l'occasion, dans la période qui s'ouvre, de faire des propositions extrêmement précises. Il n'est pas ni le lieu, ni le temps pour le faire au moment où je parle. Le deuxième vœu, c'est bien sûr de continuer à faire en sorte que cette métropole soit encore plus forte, encore plus attractive, non pas pour figurer dans les classements. Il est mieux d'être toujours en tête plutôt que d'être en fin de classement, mais ce n'est pas le sujet numéro 1. Le sujet numéro 1, c'est bien sûr l'emploi. Et pour l'emploi, la meilleure réponse, c'est bien évidemment le lien étroit avec les entreprises de notre territoire, quelle que soit leur taille, quelle que soit la filière. Et puis le dernier vœu pour cette année, c'est une métropole qui soit plus solidaire. D'abord parce qu'on a une tradition, on est au cœur de la ville de Lyon, mais plus largement sur cette métropole, une tradition humaniste, une tradition de solidarité qu'il ne faut jamais oublier. Et bien évidemment, c'est ce triptyque, respect de l'environnement, dynamisme économique, attention aux plus fragiles qui nous permettra de maintenir, j'en suis sûr, une métropole équilibrée. Une métropole équilibrée qui marchera sur ses 2 jambes et qui veille à la qualité de vie de l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes Lyonnaises et les grands Lyonnais. Voilà, c'est cet équilibre-là que nous souhaitons construire et préserver. Je voudrais, en fin de discours, vous souhaiter à nouveau une belle et heureuse année 2020 et vous dire que ce que je vous souhaite, bien sûr, c'est la santé, mais ça c'est assez traditionnel, chacun souhaite à l'autre la santé, on n'a pas envie de voir l'autre malade, bien évidemment, mais je voudrais vous souhaiter, comme je le fais tous les ans, comme je l'ai fait dans quelques communes, vous souhaiter beaucoup de tendresse. Parce que... c'est très émouvant.
Parce que je pense que quand on a tout éliminé, tous les sujets, et vous le ferez en conscience, bien ma foi, qu'est-ce qui est le plus agréable dans la journée? C'est de pouvoir se prendre dans les bras, ne le faites pas tout de suite, ne le faites pas tout de suite, de se prendre dans les bras les uns des autres pour se serrer très fort, ça s'appelle la tendresse, et je vous souhaite beaucoup de tendresse à tout instant de votre vie et à tout instant de l'année 2020 qui vient de s'ouvrir. Je vous remercie.